Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Cela a été l'un des ratés de la rentrée pour le gouvernement. La pénurie de professeurs est bien visible dans les établissements. Entre la difficulté de recruter et les professeurs qui démissionnent, comment en est-on arrivé là? Et surtout, comment faire pour que la situation s'améliore? On en débat dans un instant avec nos invités. Chaque jour, vous retrouverez le meilleur de School TV avec le ZAP. Mais avant cela, on retrouve Michael Dos Santos pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Ravi de vous retrouver parce que c'était assez long finalement. C'était long sans vous. Cette pause, c'était interminable. Et sans les téléspectateurs aussi, il faut le préciser. Bien vu, il est fort. Il a l'esprit télé. Allez, l'actualité en bref, une actualité toujours importante. On commence aujourd'hui avec la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école. Le gouvernement en a fait l'une de ses priorités. Les garçons sont trop souvent associés à la virilité et à un idéal de force, les filles à de la soumission et à la douceur. C'est ce qu'a confié un conseiller ministériel impliqué dans ce dossier à nos confrères de France Inter. Conséquence, dans les prochaines semaines, l'exécutif va lancer les premières concertations pour lutter contre les stéréotypes de genre, et ce, dès la petite enfance. Ces réunions entre le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui planche d'ailleurs déjà sur le dossier depuis plusieurs semaines, les syndicats aussi, les professeurs, les parents d'élèves ou encore les élus locaux pourraient débuter fin septembre, voire en octobre. Le gouvernement sait que le dossier est explosif et Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, en sait quelque chose. En 2014, l'ancienne ministre de l'Éducation a dû abandonner un projet quasi similaire pour déconstruire les stéréotypes filles-garçons. C'était l'ABCD de l'égalité. Cependant, elle considère que ces dernières années, les mœurs ont évolué. Je vous propose de l'écouter, c'était ici même sur ce plateau. Je trouve quand même qu'avec le mouvement MeToo, avec beaucoup de sujets, on a un seuil d'intolérance au sexisme qui s'est élevé et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Les élèves de la ville de Grenoble proposent des menus végétariens depuis la rentrée, des menus loin de convaincre les parents. On vous le disait hier, 94% d'entre eux l'ont refusé. Alors pourquoi s'y oppose-t-il? Nos confrères de RTL sont partis à leur rencontre. Oui, et parmi ceux qui ont rejeté ce menu vert, ce menu végétarien, il y a Michael, papa de 2 enfants scolarisés en primaire à Grenoble. Il a opté pour le menu rouge qui alterne viande et poisson. Je vous propose de l'écouter. On a toujours mangé de la viande à la maison. Enfin, moi, ça fait partie de mon alimentation principale. Et du coup, les enfants, ils sont pas réfractaires à ça. Et donc, on continue là-dessus. Voilà. Chacun a le droit de manger ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Mais par contre, effectivement, il faut arrêter d'imposer et essayer d'imposer aux autres son alimentation. Et comme Michael, 95% des parents d'élèves, vous le disiez Virginie, ont préféré le menu rouge, voire le menu bleu, celui qui est constitué essentiellement de poissons. Autrement dit, si mes calculs sont bons, 5% d'entre eux ont été séduits par la mesure de la mairie de Grenoble, déployée pour sensibiliser sur l'impact environnemental de l'élevage intensif. Julien fait partie de cette minorité et il s'est expliqué également au micro d'RTL. On est resté sur le menu végétarien qui était proposé par défaut. Les raisons, c'est-à-dire manger moins de viande, protéger la planète. En plus, on fait attention à Grenoble à ce que la nourriture elle soit plutôt bio et locale. Donc voilà, ça va dans le bon sens. Et on le rappelle, malgré l'opposition massive des parents, le menu végétarien sera servi au moins une fois par semaine aux élèves grenoblois. Une mesure écolo qui échoue à Grenoble, mais une autre qui rencontre un franc succès à Paris. Les rues d'école végétalisées sont plébiscitées par les parents. Rendre plus vert et plus sûr les rues des écoles, c'était l'une des promesses de campagne d'Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris en 2020. C'est chose faite depuis. L'une d'entre elles se trouve notamment dans le 17e arrondissement de la capitale, un îlot de verdure qui fait le bonheur des parents. Dans le Parisien, beaucoup saluent cette mesure, ce nouveau lieu de vie qui permet de prendre un café tout en surveillant ses enfants, de rafraîchir aussi la rue avec la verdure et puis surtout de sécuriser l'endroit privé de voitures et de places de stationnement. Malheureusement, Virginie, tout n'est pas rose. Et oui, certains riverains déplorent la vitesse des vélos et des trottinettes, le manque d'entretien des végétaux, terrain de jeu de nos amis à 4 pattes, les chiens, mais aussi
les nuisances sonores, le son des moteurs a été remplacé par le cri des enfants et le bruit des ballons. Au total, en tout cas, 17 rues comme celle-ci ont été aménagées à Paris et il y en aura une centaine d'ici à 2026. C'est tellement français en fait, c'est-à-dire que ça ça, n'ira on s'en jamais. toujours. Hein. Dans tous les cas de figure, ça n'ira C'est pas. très parisien. Après les croc-tops, donc les hauts qui s'arrêtent au-dessus du nombril, les jeans déchirés ou encore les joggings, un collège de Seine-Saint-Denis lance une nouvelle interdiction, les claquettes chaussettes. Les claquettes chaussettes, rendues célèbres par le rappeur Jul ou encore les sportifs, les claquettes chaussettes sont devenues tendance depuis quelques années auprès des jeunes. Beaucoup en portent, y compris à l'école. De quoi agacer le proviseur de l'école Elsa Triolet à Saint-Denis qui a décidé de les bannir. Contacté par nos confrères du Parisien, l'un des professeurs de cet établissement explique que la mesure a été prise, pas forcément pour une mesure une question de look, mais une mesure de sécurité, puisque les pieds ne seraient pas assez protégés. Le risque d'accident serait accru, notamment lors des cours de physique-chimie, où les élèves manipulent, vous le savez, des produits dangereux. Interrogés dans la rue, certains des élèves d'autres établissements d'ailleurs ne comprennent pas du tout cette décision. En claquettes chaussettes, ils se sentent plus libres, plus à l'aise, notamment avec les canicules. Certains évoquent même l'absence d'odeur, et oui, grâce aux claquettes chaussettes. Alors, est-ce qu'il fallait interdire ce look, ou est-ce qu'il fallait tout simplement négocier ou discuter avec ces élèves? Je vous laisse répondre à la question. Quoi qu'il en soit, il faut le rappeler, la plupart des règlements intérieurs des établissements mentionnent une tenue correcte exigée. Alors, est-ce que la claquette chaussette est une tenue correcte exigée? À vous de juger à la maison. Est-ce que la tongue ou la sandale sont toujours de mise? C'est la question. Parce que question sécurité, ça ne marche pas. La sandale, a priori, oui. La claquette chaussette, non. Du moins dans cet établissement à Saint-Denis. Peut-être qu'il faut revoir à la question simplement de la condition. Merci beaucoup, Mickaël. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, l'avait assuré. Il devait y avoir un prof devant chaque classe à la rentrée. Et vous le savez, ce n'est pas le cas. Le constat est tout autre une semaine après la reprise des cours. Alors justement, comment y remédier? Comment on en est arrivé là surtout? Les explications, c'est la question du jour et c'est tout de suite. Je suis ravie d'accueillir sur le plateau du Grand JT Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député démocrate MoDem de l'Eure-et-Loire. Et face à vous, un classique, un revenant, si je puis dire, qui n'était pas parti très longtemps, juste le temps de prendre un peu de repos, parce qu'ils en ont bien besoin, l'Éducation nationale. Jean-Rémy Girard, qui est avec nous, président du SNALC et professeur de lettres. Alors cette rentrée, évidemment, on en parle. Il y a 1000 sujets qu'on peut aborder sous le prisme de l'éducation, bien sûr, puisqu'on est sur School TV, mais évidemment, ça touche tous les sujets. Cette rentrée en particulier, c'est un désordre terrible. Le ministre Pap Ndiaye avait promis le 26 juin dans le Parisien, le 27 le lendemain exactement, qu'il y aurait un prof devant chaque classe, et ce n'est pas le cas. Que se passe-t-il? Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Jean-Rémy Girard. Alors, c'était prévisible qu'il n'y aurait pas tous les professeurs le jour de la rentrée. Enfin, j'ai envie de dire, nous au SNALC, on le savait. Il n'y a pas tous les professeurs les rentrées précédentes non plus. Là, il y en a probablement moins, j'allais dire, il y a plus de difficultés. Alors dans le premier degré, école primaire, on est arrivé à avoir à peu près tout le monde. Dans le second degré, nous, d'après les remontées qu'on a, il y a au moins un collège-lycée sur deux dans lequel il manque un professeur, une discipline dans telle et telle classe. Donc c'est pas très étonnant. On a dû recruter 4000 contractuels en urgence. 3000 ou 4000? Parce que les chiffres diffèrent à chaque fois. Alors là, c'est le ministère qui a sorti le chiffre de 4000. Donc moi, je m'appuie sur le chiffre du ministère. Voilà, puisqu'il manquait 4000 postes. Donc ça devait à peu près correspondre. Donc effectivement, on voit déjà les premiers qui abandonnent. On a aussi un certain nombre de stagiaires qui abandonnent, ça on le sait. C'est un phénomène qui s'amplifie chaque année. Alors on va tout décrypter justement, mais je parle juste de cette généralité de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que pour vous, Philippe Vigier, c'est une rentrée ratée? Le mot est un peu fort. Vous savez quelques années que je fais des rentrées scolaires. Et j'ai été maire 17 ans. Donc lorsqu'on est maire,
On s'occupe des écoles, vous voyez, dans ma belle commune, on va ouvrir une nouvelle école qui est ouverte il y a 3 jours, avec l'ensemble des maternelles et cours élémentaires. On a réuni l'ensemble des classes, 21 classes, une classe Ulysse. On aura, comme cela fait l'accessibilité handicapée, un exemple, chauffé en géothermie, inclusive et l'anglais dès l'âge de 3 ans. Donc tout n'est pas négatif. Génial, donc, 21 instituts. À Cloire les Trois-Rivières, et vous verrez tout ça, et avec un enseignant devant tous les enfants. Donc c'est ça, 21 instituts pour 21 classes. Absolument, avec bien sûr, un directeur qui a eu, comme chacun peut l'imaginer, une capacité à ne plus avoir des cours à faire, de manière à ce qu'il puisse être totalement disponible pour l'école. Après, il y a des disparités. Attendez, on en parle. Comment vous avez fait justement pour avoir les 21 instituts devant... Non mais, puisque la France connaît... Je vous réponds très simplement. D'abord, le recrutement, ce n'est pas l'affaire des parlementaires, des maires, des élus locaux, c'est l'affaire de l'éducation nationale, de même que les compositions des programmes. Nous, c'est tout ce qui tourne autour de l'école, les périscolaires, tout ce qui tourne autour, naturellement, de la cantine. On a même, vous voyez, une unité de production sur place. Mais pour répondre, ce n'est pas une rentrée ratée. Je disais il y a longtemps que je vois des rentrées, et elles sont toutes assez similaires. On a quoi? D'abord, il faut le dire, un manque d'attractivité de ce métier qui fait que, c'est pas nouveau, vous vous souvenez, en Seine-Saint-Denis, il y a un recrutement qui avait été lancé il y a 2 ans, 10% des postes avaient été pourvus. Il y a 30 ans, je me souviens très bien, il y avait déjà quelque part des contractuels que l'on embauchait pour faire en sorte de mettre un prof devant tous les élèves. On a un vrai sujet structurel d'attractivité de ces métiers merveilleux, découragement pour certains professeurs, quelque part aussi l'autorité des profs qui est contestée, des phénomènes de communautarisme dont on sait, Samuel Paty, dans toutes les têtes, où on voit quelque part aussi, ça ne donne pas toujours la vocation à certains de poursuivre leurs tâches. Donc le métier de l'éducation nationale, c'est un métier qu'il faut vraiment redynamiser, revivifier. Alors il y a eu des annonces récentes, le président, comme quoi tout le monde démarrerait à 2 000 €. Donc bien sûr, ça veut dire que l'échelle mobile des salaires, il faudra qu'elle soit là pour ceux qui sont en poste depuis longtemps. On va en parler, on va détailler. Et par exemple, un sujet qui est quand même intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a des contractuels qui abandonnent, mais comme dans tous les métiers. Je vous apprends rien, dans l'apprentissage, il y a des gens qui rentrent et puis au bout de 2 mois, 3 mois, comme à la fac. On oublie toujours qu'à la fac, il y a 15-20% des étudiants dans certaines disciplines qui arrêtent au bout de quelques semaines. Enfin, ils n'ont pas des élèves devant les étudiants de la fac. Oui, mais après, ce soit leur avenir professionnel qui est en jeu, donc pour eux aussi, c'est une impasse. Donc, quelque part, la formation initiale dont ils avaient pu bénéficier, les a envoyés sur une mauvaise voie. Alors, pour bien que ceux qui nous suivent, les téléspectateurs comprennent, donc il y a effectivement une pénurie flagrante de profs aujourd'hui. Vous dites, c'est pas vraiment une rentrée ratée, mais vous expliquez quand même qu'il y a une manque d'attractivité derrière. Donc, manifestement, elle est réelle. Vous dites que ça fait très longtemps qu'on peut le voir. Est-ce que réellement, il y a 10 ans, on se posait ces questions-là? On ne se les posait pas à ce point-là. On ne se les posait pas dans le premier degré. À l'école primaire, on ne se les posait pas. Les contractuels, ça n'existait pas. À l'école primaire, il y a 10 ans, il n'y en avait pas du tout. Alors, il ne doit pas y en avoir tellement en Eure-et-Loire parce que le concours a fait le plein, effectivement. En revanche, à Versailles et à Créteil, là, il commence à y avoir véritablement pas mal de contractuels dans certaines écoles. Dans le second degré, ça fait depuis plus longtemps qu'ils existent, les contractuels, mais c'est en augmentation. Pareil, Versailles et Créteil, il faut le savoir aujourd'hui, un collège-lycée, un prof sur 10 est contractuel. Un prof sur 10. Donc en moyenne, un enfant qui est dans un collège ou dans un lycée de l'Académie de Versailles ou Créteil, un de ses profs est contractuel. En moyenne, un de ses profs est contractuel. Il faut le savoir. Il ne s'agit pas de taper sur les contractuels, mais il s'agit de dire que c'est le signal, c'est le marqueur d'une crise, effectivement, d'une crise des recrutements, d'une crise des vocations. Nous, on ne dit pas vocation au SNAL parce qu'on estime que ça n'a rien de religieux d'être enseignant. En revanche... Enfin, le mot a un peu évolué quand même. Hein. Alors, on ne l'emploie à peu près que pour nous. Hein. Non, moi, la vocation d'être comptable, j'ai jamais entendu. Non, mais dans la santé... Médical, pardonnez-moi, voilà. Vocation. Donc, tout à fait. C'est uniquement... le mot, c'est laïcisé, au contraire. Non, c'est uniquement dans les métiers qui sont au contact de personnes, qui sont dans l'humain, etc. Et souvent, le mot vocation, quelque part, laissez-moi finir, le mot vocation, il est utilisé... pas de façon forcément volontaire, hein, pour dire, comme les gens veulent le faire, comme c'est un appel, bon bah finalement, si c'est pas très bien payé, ces métiers-là, c'est peut-être moins grave, parce que c'est une vocation. Vous voyez dire qu'en fait, le mot vocation, finalement, alors, il n'y a pas une vocation d'ingénieur, une vocation d'avocat ou une vocation d'expert comptable, il n'y a pas ça. Voilà. Donc c'est vraiment que les enseignants, effectivement, hein, les métiers de la santé où on parle de vocation. Les démissions... Mais vous pensez aussi que les métiers de la santé, parce qu'on dit vocation, ils sont mal payés aussi à cause de ça? C'est pas parce qu'on dit vocation qu'ils sont mal payés, mais ça fait un ensemble, en fait, ça participe, cette idée-là. Ça participe. Bon.
Il y a des ingénieurs qui ont envie d'être ingénieurs, donc j'ai vocation à être ingénieur. Non, je crois que aucun média national n'utilise le terme vocation pour les ingénieurs. Vous ne le verrez jamais. Laissez-le poursuivre. Il n'y a pas que les médias. On a parlé de ce mot, mais je crois que plus important que cela, c'est de savoir si ou non on va être capable. D'ailleurs, le ministre a en partie répondu. On verra ce qu'il en viendra pour ces fameux contractuels, puisqu'un concours est annoncé, si j'ai bien compris, au printemps prochain. Moi, ce qui est pour moi l'essentiel, que ce soit un contractuel, que ce soit un fonctionnaire, c'est qu'il apporte la meilleure qualité pédagogique possible aux enfants. Oui, mais est-ce que c'est possible en 4 jours ? Ils sont formés en 4 jours, les contractuels. Ils sont formés en 4 jours sur le cursus qui leur permet d'avoir des élèves devant eux. Mais je voudrais quand même vous dire autre chose. C'est que ce sont des gens qui ont une expérience professionnelle. Ce pas des gens qui arrivent comme ça sans rien. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. À savoir qu'un jeune enseignant qui démarre, il n'a pas une expérience pédagogique extraordinaire. On le projette tout. On le projette dans les quartiers les plus difficiles. Je connais un petit peu tout cela parce que j'ai partagé la vie d'une enseignante pendant 37 ans et qui a démarré à Stein, en Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez, donc je connais un petit peu ces questions-là. On peut être par exemple un très bon scientifique, mais ne pas savoir forcément... Absolument. Vous avez raison. Enseigner la pédagogie, ça s'apprend. les sciences. Mais donc... l'état de fait, il est là. Je crois que c'est mieux, c'est pas formidable, qu'il y ait au moins des contractuels à mettre devant les élèves plutôt que de laisser des classes à 27, 30, 32 ou je ne sais quoi encore. Elles sont déjà à 27, 30, 32. Pas partout, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire comme ça, c'est un cliché. C'est pas un cliché. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a des disparités. Écoutez, donnez-moi les statistiques. Il y a des disparités. Toutes mes classes sont à 35 dans mon lycée. Pardonnez-moi de mon département que je connais bien. Et dans mon département, parce que l'avantage, parce qu'on est député, on a vraiment, pour chacun des établissements scolaires, le nombre d'élèves. Et croyez bien que je suis extrêmement attentif. Donc il ne faut pas comme cela balancer dans la nature. Il y a des endroits où ça peut arriver, je vous le confirme, mais ça n'est pas généralisé, sinon ça n'est pas juste. Si. Ah non, mais on a parmi les pires taux d'encadrement d'Europe. Ça, regardez les statistiques. C'est pas parce que vous, dans votre commune, il se passe ça que c'est vrai en France. Je viens de vous dire, monsieur, mon département. Votre département, ça change rien. 450 000 habitants, c'est quand même déjà... 65 millions d'habitants en France. Oui, donc vous allez difficilement faire des statistiques. Vous devenez désagréable quand même à raconter n'importe quoi là. Non, oui. On le sait, les taux d'encadrement sont très mauvais en France. C'est admis, tout le monde l'admet, toutes les statistiques le disent. On a un des pires taux d'encadrement d'Europe. On a des classes qui sont globalement surchargées. Je suis d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que telle classe à tel endroit ou dans tel département... vous voyez que je ne dis pas n'importe quoi. Merci de me donner... vous dites n'importe quoi. Mais j'entends bien le syndicaliste que vous êtes avec une vision macro. Mais ce n'est pas le syndicaliste que je suis. Moi, je suis un praticien... Pardonnez-moi. Pardon, c'est pas vous qui êtes devant les élèves, c'est moi. Vous n'êtes pas un praticien. Je suis un praticien de tous les jours. Vous n'êtes pas un praticien de l'éducation nationale. Terminer mon propos ? Non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un praticien de l'éducation nationale. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Monsieur, je revendique que je suis un praticien tous les jours en regardant précisément ce qui se passe dans tous les établissements scolaires du département dont je suis l'élu de la République, ce qui me permet Vous êtes un observateur, pas un praticien. S'il vous plaît. Je peux terminer ? Vous pouvez terminer, mais vous n'êtes pas un praticien. J'utilise les mots que je souhaite utiliser. Et vous savez, la liberté auquel vous êtes attaché, vous me laissez choisir mes mots. Moi, je suis prof de lettres, je sais ce que veut dire praticien, ça ne veut pas dire ce que vous dites. Prof de lettres, je suis également... j'ai fait 11 ans de faculté, donc j'ai quelques compétences élémentaires. Laissez-le poursuivre. Non, mais allez-y. On ne va pas subir la rhétorique d'intimidation de qui que ce soit. J'utilise les mots que je souhaite utiliser. Je vous laisse la liberté, laissez-moi la mienne. C'est ça le respect de l'autre. Alors, j'ai compris. Alors, le respect de chacun, avec ses idées, je comprends très bien, mais on est là pour parler de pénurie, et il y a une réelle pénurie. Les contractuels, formés en 4 jours, on le dit, c'est très complexe. Et effectivement, est-ce qu'il aurait fallu laisser un vide donc de 4000 postes vacants? La question, tout le monde se pose cette question, forcément, c'est une question assez banale, mais elle se repose quand même, parce que finalement, est-ce que c'était pas aussi une façon de combler le manque? Mais on est obligé. C'est de toute façon soit des contractuels, soit rien. Donc forcément, c'est des contractuels. Non, soit rien, parce que vous imaginez bien que j'ai une question qui vient après, et j'en ai d'ailleurs 1000, mais soit rien, ou alors est-ce qu'on aurait peut-être pu faire appel à tous ceux qui ont raté à 0,02 près, par exemple, le concours? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les listes complémentaires. Je vous réponds. Nous, on est tout à fait demandeurs au SNALC que quand il y a une liste complémentaire, on prenne prioritairement, on titularise prioritairement les gens qui sont sur la liste complémentaire, plutôt que de recruter un contractuel. Le problème, c'est que là où il y a les plus grands manques, il n'y a pas de liste complémentaire. Il n'y a pas de liste complémentaire pour les professeurs des écoles à Versailles et à Créteil. Il n'y a pas de liste complémentaire au CAPES de mathématiques, au CAPES de lettres classiques, au CAPES d'allemand, au CAPES de SES, au CAPES d'histoire géo. Il n'y a pas de liste complémentaire. Donc on ne peut pas les prendre, ils n'existent pas. C'est ça le problème. Il y a des endroits où il y a des listes complémentaires, c'est malheureusement pas toujours les endroits où on a des besoins. Quand on a des besoins, oui, il faut évidemment prendre en priorité les gens qui sont sur les listes complémentaires. Le jury a reconnu qu'ils étaient titularisables. Donc, titularisons-les. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils soient titularisables au moment où il y a un manque et qu'ils ne le soient pas 6 mois avant. Votre avis là, sur la question, Philippe Vigier? Très simple.
soit il n'y avait pas de profs devant les élèves, soit on essayait de faire en sorte de recruter des gens qui vont essayer d'apporter le plus de compétences possibles. Je préfère cette option-là. Mais on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'attractivité de ces métiers-là. Voilà, il faut la réinventer. Dans le domaine de la santé que je connais bien, c'est aussi la même difficulté. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous sommes extrêmement en tension. Il faut le comprendre. C'est ainsi, il faut y apporter des solutions au travers de revisiter les carrières, certainement, évidemment. Je suis un des premiers à le demander. Comparaison de taux d'encadrement avec les pays européens, si vous voulez, je peux vous le donner un par un. Je ne travaille pas dans un syndicat, mais je connais ça par cœur. J'ai travaillé un peu sur ces questions d'éducation. Je suis prêt à croiser le fer avec vous, avec toutes les statistiques que vous voudrez. Mais franchement, voilà. Jusque-là, sur ce que vous dites, on est d'accord. Il y a une chose où je ne suis absolument pas d'accord, c'est pas parce qu'on met un contractuel qu'il est moins bon obligatoirement qu'un fonctionnaire. Voilà. J'ai une vision beaucoup plus large des choses. Alors arrêtons de recruter des fonctionnaires. On supprime tous les contractuels à la télévision, on supprime tous les contractuels dans les collectivités territoriales, dans les hôpitaux. Vous le savez comme moi, on ne peut pas toujours pourvoir les postes. Prenons un autre domaine pour déplacer le spectre. Vous voyez, je regardais sur l'ensemble des postes des fonctions publiques qui sont disponibles en France. On en a 15 à 20% qui ne sont pas pourvus. Oui, on va changer totalement de domaine. Les directions départementales des territoires qui s'occupent de l'agriculture, qui s'occupent des problèmes d'urbanisme, des problèmes d'environnement, il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller dans cette région, dans certaines régions. Je suis dans un département, l'Eure-et-Loire, où vous êtes la couronne parisienne la plus proche. Nous, franchement, peu de monde veut venir. Et pourquoi ils ne veulent pas venir ? Parce que le département les attire moins que d'autres. Il y a d'autres. Regardez l'éducation nationale, vous le savez ça mieux que moi. Si vous voulez aller à Bordeaux, il faut combien de points, combien d'années pour y aller ? On sait très bien que c'est plus difficile d'avoir certains postes que d'autres. Et puis, un jeune enseignant comme un jeune infirmier qu'on envoie dans les zones les plus difficiles, c'est pas la chose la plus aisée. Quand vous sortez tout frais et moulu de l'école et que vous êtes projeté dans les quartiers les plus compliqués, je crois que c'est aussi très difficile. Alors, c'est le propos que vous partagez justement avec Jérémy Girard, puisque c'est ce qu'on dit. Effectivement, un jeune contractuel dont on parle à l'instant, qui est formé en quelques jours seulement et qui se retrouve face à des élèves qui ne sont pas forcément les plus simples, ou en tout cas dans des situations un peu compliquées, comment fait-on ? Est-ce que, du coup, on les forme aussi un peu à cela, à cette pédagogie-là, un peu différente ? Comment ça se passe pour eux ? Est-ce que vous avez des retours d'enseignants ? Alors, de toute façon, les contractuels, là déjà, on a mis 4 jours. Dans la plupart des académies, c'est pas en 4 jours qu'on va former à être enseignant. On fait le minimum du minimum du minimum. J'allais dire, c'est le kit de survie, en fait, pour essayer que la personne survive à la première semaine. C'est très clairement ça. C'est grave quand même de parler de survie. Pourquoi la survie ? C'est quoi ? C'est les élèves parce que qui c'est sont très difficiles, compliqué. c'est quoi ? Alors, il y a les élèves, mais c'est un tout, en fait. C'est les élèves, le rapport aux élèves, c'est les familles, c'est le rythme. Beaucoup de gens ont souvent une image du métier d'enseignant comme un métier plutôt tranquille où ils vont pouvoir se poser, y compris pour une sorte de seconde carrière. Ils étaient ingénieurs, je vais faire contractuel dans l'éducation nationale, ça va me changer. En fait, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Alors effectivement, j'ai lu beaucoup de témoignages sur Internet, sur Insta, sur tous les réseaux sociaux de manière générale, et j'ai vu que de nombreux profs contractuels, donc qui étaient formés en quelques jours, et qui ont eu soit l'idée de la vocation, pardon de le dire, mais de l'envie tout d'un coup de pouvoir changer, ou alors de se dire à un moment effectivement j'ai besoin de travailler et ils ont besoin de moi, donc pourquoi pas tenter le coup, ou se dire on essaie de devenir prof, et qui ont claqué la porte au bout de 3 jours. Devenir prof, ça s'apprend plus que jamais. C'est-à-dire, la vraie pédagogie, est-ce que c'est plus important que tout par rapport à l'enseignement dit ? C'est pas votre avis à tous les deux. Il n'y a pas un cloisonnement entre les connaissances, la pédagogie, etc. De toute façon, c'est un ensemble, l'enseignement. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut une entrée progressive dans le métier. Moi, quand j'ai commencé, en étant stagiaire, et effectivement, je suis d'accord, j'étais lancé, j'avais pas avant d'enseigner, j'avais pas enseigné, effectivement. Ça, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est joliment, voilà, c'est joliment dit, c'est joli, voilà, faut bien démarrer. Mais j'ai démarré, j'avais 6 heures par semaine, j'avais une classe, j'avais une alternance dans un institut de formation qui était plus ou moins bien, peu importe, mais au moins j'avais tout un temps pour préparer mes cours, corriger mes copies, échanger avec d'autres jeunes enseignants, et ce qui fait qu'effectivement, mon entrée dans le métier, ça n'a pas été sans maîtrise de l'éducation nationale, me retrouver balancé devant une classe de CE2 où je dois enseigner 10 disciplines différentes à temps plein. Ça, alors, je vais vous demander de répondre dans quelques instants, Philippe Vigier, mais je voudrais juste réagir à ce que vous venez de dire. À ce moment-là, on vous aurait dit, écoutez, Jérémy Girard, il y a une pénurie énorme de profs, on vous demande, vous démarrez, mais on vous demande de pouvoir enseigner l'histoire et la littérature à 3 classes, parce que là, on se retrouve dans une panique totale. Est-ce que vous l'auriez fait ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je ne saurais effectivement pas vous dire. Peut-être que je l'aurais tenté. Est-ce que je serais resté ? Là, il faudrait vivre un univers alternatif, il faudrait faire un roman de science-fiction. Je parlais des contractuels justement qui, au bout de 3 jours, baissent les bras. On comprend ?
Bien sûr, il faut comprendre. Il y en a qui imaginent que c'est un métier qui éventuellement pourrait leur plaire et qui ne leur plaise pas du tout. Certains se trouvent peut-être devant le vide en se disant comment je vais m'y prendre, c'est possible. D'autres, c'est un succès. Moi, j'aime bien aussi parler de ce qui marche. On parle toujours de ce qui ne marche pas. Mais une fois de plus, c'est un tout. Il y a des supports pédagogiques, je m'accorderais quand même, qui ont considérablement progressé depuis quelques années, qui peuvent aider les enseignants. Le cours fait par un enseignant peut être un support pour un autre. Donc je ne dis pas que tout est calcable, bien sûr. Il y a savoir tenir une classe. C'est l'avantage du numérique que l'on conteste souvent. Oui, on dématérialise tout. On a des supports beaucoup plus importants qu'on avait que lorsque j'étais étudiant, où on prenait les cours à la main, des heures et des heures dans les facultés. Alors ça c'est un autre sujet. Oui, parce que ça, c'est pour les établissements qui ont de l'argent ou les professeurs qui ont... Je vous parle de l'apprentissage des langues. Nous, on a fait faire des cours. Je fais ça en direct avec le rectorat. Et appliqué pour les enfants de la maternelle qui, justement, je reviens à ma commune, pardonnez-moi d'en faire un petit peu la publicité, 40 minutes d'anglais pour tous les gamins avec un cours standardisé. Les profs n'étaient pas compétents en anglais et c'est un reproche que je leur fais. On a fait une montée en compétences ces 2 dernières années. Vous voyez, ça c'est programmé. On aura même une américaine qui va venir à partir de la fin du mois de septembre, début octobre, accompagner tout cela. Pour la l'école élémentaire, ils passeront à 1h30 par semaine. Donc, vous voyez... Pour l'établissement public ? Bien sûr, une école publique. C'est l'école publique, bien sûr. Peut-être avec le rectorat, et on a fait ça. Voilà, nous, on est là pour apporter les moyens, on apporte tous les moyens numériques et de manière à... Mais qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas pu recruter justement ces enseignants? C'est tout le problème. Non, mais quand je dis vous, je parle du département. J'aurais écouté... vous êtes le porte-parole aujourd'hui, donc c'est pour ça que je m'adresse. Madame, c'est la même difficulté que pour les infirmières, pour les aides-soignants. Oui, mais c'est notre question. Mais on a un sujet. Vous voyez, ce matin, je faisais un débat sur la réforme du Code du travail et de la réforme de l'assurance chômage qui arrive. On a, à l'heure actuelle, beaucoup d'emplois qui sont non pourvus. On a 800 000 emplois dans ce pays, en particulier dans le milieu d'enseignants. Il faut s'interroger sur les raisons. Je mets en avant les raisons financières. Je le dis et de reconnaissance. Fortement. Et puis, vous le disiez vous-même tout à l'heure, je pense qu'il y a une réorganisation à avoir. De projeter un jeune enseignant devant les classes les plus difficiles, c'est une erreur stratégique grave. Alors, on projette qui devant les classes les plus difficiles? Celui qui a déjà fait 50 classes difficiles, on lui dit, ah ben non, tu vas rester, comme ça le jeune enseignant, lui, il va aller dans le poste que tu aurais dû avoir. On va faire ça? Eh bien, vous envoyez un primo-accédant qui sort tout juste frais émoulé de la fac. Vous voyez, nous, on a une nouvelle enseignante, puisque vous parlez, qui vient toute jeune, elle sort avec son diplôme, ça y est, elle est projetée devant une école. Bon, devant une classe, ça va bientôt bien se passer, c'est en milieu rural, même si les difficultés, je les ai vues grandir en milieu rural en 15 ans. La transformation, l'école qui a un rôle social encore plus affirmé, les familles décomposées avec des conséquences que l'on doit gérer avec des aides d'assistantes sociales, dont on a mis en place des structures, parce qu'on voit des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, vous voyez, même dans la grande ruralité, que nous ne connaissions pas il y a 15 ou 20 ans. Bien sûr, mais alors la question se pose, c'est vrai que vous le dites vous-même, dans le cas comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est 50 postes ou 10 ans de poste, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit justement faire face à une classe difficile, ou est-ce que, primo-accédant, on arrive, on débute, on doit faire face à une classe difficile? C'est vrai que dans les 2 cas, en fait, le problème, c'est pas qui on va mettre devant la classe difficile. Le problème, c'est que la classe soit difficile. Et le problème, c'est que si on sait que dans tel établissement ou dans tel endroit, les classes sont difficiles, c'est qu'il faut améliorer le système d'éducation prioritaire, évidemment, améliorer le taux d'encadrement, mettre plus adultes, mettre un CPE supplémentaire, etc., pour avoir une communauté professionnelle qui rendent le travail de chacun moins difficile. C'est pas parce que vous allez mettre un quarantenaire expérimenté ou un cinquantenaire expérimenté dans une REP+, qui va mieux s'en sortir. C'est pas forcément vrai. Bien sûr, et on le sait, on le voit partout. Même si quand même, au moins une chose qui a été positive sur le quinquennat précédent, après il y a des choses tout à fait négatives dans l'éducation nationale, je suis le premier à le reconnaître, et à demander des niveau moyen, une nouvelle organisation, pas qu'une histoire d'argent, une histoire d'organisation, sur le dédoublement des classes, même ça a été plutôt quelque chose de plutôt réussi. Donc, vous savez, en milieu rural, c'est pour ça que je suis désolé. Mais dédoublement des classes. C'est pas un petit prisme. Moi, j'ai une trentaine d'écoles. Donc on en revient à la discussion de départ, c'est que justement il y avait trop d'élèves par classe. Nous on demande que les écoles rurales puissent rentrer dans l'éducation prioritaire, elles le peuvent pas. Mais on peut pas mettre tout le monde dans l'éducation prioritaire, alors sans dédouble tout le monde, il faut qu'on sur des critères objectifs, monsieur, sur des critères objectifs. Mais on peut tout faire, mais on met déjà, comme vous savez, un budget d'éducation nationale qui est très important. Il n'a jamais été aussi bas en termes de part du PIB. Et c'est pour ça d'ailleurs il n'a jamais été aussi bas en termes de part du PIB. Il y a une grande concertation qui va être lancée là par le ministre Papendiaï. Il n'a jamais été aussi haut, je vous le confirme, en termes de masse financière du budget de la nation que nous allons voter dans quelques semaines. Et il n'a jamais été aussi bas en pourcentage du PIB. Non mais pour ceux qui nous regardent... C'est ça l'investissement, c'est quelle part de la richesse nationale, quelle part est investie dans l'éducation. Il faut savoir si oui ou non, dans ce pays, par rapport aux autres pays d'Europe,
d'Europe qui nous entourent, en chiffres, la part que nous mettons par tête d'habitant est inférieure, supérieure ou médiane. Et deuxièmement, est-ce que oui ou non le budget de l'éducation nationale a baissé ces dernières années? La réponse est non. En part du PIB, il a considérablement... en part du PIB, il a baissé. Je vous adresserai, madame, je vous les chiffres, vous savez très bien. Oui, la part du PIB, ça se voit très bien. Non, mais c'est pas de parité, personne ne comprendra. Personne ne comprend la part du PIB. On enseigne les cours, monsieur. Ceux qui nous écoutent comprennent. Excusez-moi, ceux qui nous regardent. Les gens sont capables de comprendre. Non, mais on parle d'un pourcentage. Non, mais on parle d'un pourcentage. Vous n'êtes pas mathématicien, mais en tout cas, je peux vous dire une chose. J'ai fait un bac S. Ayant été, pardonnez-moi, j'ai fait la commission des finances pendant 15 ans. Formidable. Donc, je peux vous en parler parfaitement. Expliquez-moi. Du pourcentage du PIB. Expliquez-moi, monsieur, de combien a baissé le budget de l'éducation nationale ces 5 dernières années. Il n'a pas baissé en valeur absolue. Mais je vous le dis, il n'a pas baissé en valeur absolue. Parce que vous savez très bien que tout augmente, les prix augmentent, l'inflation augmente. Là, ça ne va même pas couvrir l'inflation. Voilà. En pourcentage du PIB, le budget de l'éducation nationale si je peux résumer comme ça, je passe. Établi. Si je peux résumer en 2 secondes, comme ça, je passe au sujet qui suit. Mais en gros, si on prend un fromage, on est d'accord, on prend le pourcentage par rapport effectivement à la richesse globale. Selon vous, effectivement, le fromage est plus gros, donc la part en volume est plus grosse, mais la part du fromage par rapport à l'ensemble du fromage, elle est plus petite. En revanche, on compte de ce côté-là. De votre côté, on compte, pardon, je résume pour ceux qui nous regardent. En millions, effectivement. Pas en millions, en milliards, pardonnez-moi. En milliards, pardon, excusez-moi, vous avez raison, tout à fait, en milliards, effectivement. On est beaucoup plus haut qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, pas 20 ans, c'est les 5 dernières années. Voilà. Et puis poser une question qui est une question importante. Combien y a-t-il d'élèves en moins ou en plus depuis 5 ans dans l'élémentaire et la maternelle? Je pose la question. Alors, dans l'élémentaire, ça baisse. Dans le second degré, ça a monté sur le quinquennat précédent. Non, mais il faut dire les vrais chiffres. Oui. Dites aussi, dans ces cas-là, combien le chiffre de combien il y en a? Vous ne savez pas. Allez-y. Mais minimum 50 000. Et c'est pas le trivial poursuite ici, c'est pas question pour un champion, non, on va se c'est pas calmer. trivial poursuite. Les choses sont trop sérieuses. Mais bien sûr, pour que l'on dise pour que vous ne fassiez pas ce genre de petits trucs là ridicules. C'est dommage qu'en tant que syndicaliste, vous n'ayez pas la maîtrise de ces chiffres-là. Alors, monsieur n'est pas que syndicaliste, monsieur est aussi professeur de lettres. Et est aussi. Non. Mais vous allez faire quoi? Vous allez me donner un cours là? Vous allez vous calmer, monsieur? Tout de suite? Vous allez vous calmer tout de suite. Votre façon de me parler, de dire c'est pas normal que vous ayez pas les chiffres en tant que syndicaliste. Vous n'avez pas à juger de ma manière de syndicaliste. Je suis un excellent syndicaliste, monsieur. Vous êtes sûrement un très bon maire. Moi, je ne remets pas en cause vos compétences en tant que maire. Ne remettez pas mes compétences en tant que syndicaliste. Je vous assure que je suis l'un des meilleurs. Je préférais quand même qu'on poursuive le sujet qui vraiment nous importe aujourd'hui. Non, mais réellement, il nous reste quelques minutes. Comprenez, je veux bien tout. L'un comme l'autre. Je m'adapte gentiment aux choses. Et bien justement, on s'adapte. Si simplement. On peut faire des choses. Moi, je suis le premier à dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'éducation nationale. Oui, mais je suis le premier. On l'a déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Parlons des professeurs et de la pénurie de profs. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui regardent. C'est pas n'importe quoi. n'importe quoi. Eh bien, si, quand vous dites que non, là, on parle de respect, ça n'a aucun intérêt. Franchement, on change. Des minimistes notre curat de prêteur. Non, mais là, pardonnez-moi, mais là, c'est vraiment une question d'ego, etc. On s'en fiche. Franchement, on va poursuivre le débat qui est intéressant et qui vous occupe l'un comme l'autre, ainsi que ceux qui nous regardent. Non, mais vraiment, parce qu'on n'est pas justement dans une cour de récré. On parle des professeurs, donc on a parlé des contractuels, et maintenant j'aimerais qu'on parle des profs en disponibilité. Parce que ça, c'est aussi un sujet, et un sujet que les gens connaissent peu. On peut parler, ils sont titulaires donc, et disponibles, mais ils n'ont pas de poste. Comment une telle situation est possible? Philippe Vigier. Alors, quand on est en disponibilité... Quand on est en disponibilité, c'est effectivement qu'on l'a demandé. Il y a 2 disponibilités. Il y a disponibilité de droit, pour élever un enfant, par exemple. Donc vous n'êtes pas si disponible que ça. En vérité, vous faites autre chose. Et il y a des disponibilités qui sont accordées par le ministère. Par exemple, effectivement, vous avez envie d'essayer de faire quelque chose parce que vous préparez votre départ de l'éducation nationale, éventuellement. Donc vous êtes en train d'essayer de monter votre auto-entreprise, ce genre de choses-là. Donc vous demandez si vous pouvez être mis en disponibilité. L'éducation nationale vous dit oui ou vous dit non. Si elle vous dit oui, vous n'êtes pas payé et vous êtes en disponibilité. Et si elle vous dit non, dans ces cas-là, vous restez. Et un certain nombre démissionnent aussi parce qu'ils ne peuvent pas préparer leur projet de reconversion. Donc les disponibilités, c'est pas des passe-droits. En fait, c'est un système qui existe depuis très longtemps. C'est pas tant le problème des passe-droits, c'est la question de se poser. Il manque des professeurs devant certaines classes. On fait une embauche de 4000 contractuels. Et donc, du coup, on se pose la question de la disponibilité. Philippe Vigier, votre avis sur la question? Oui, c'est une possibilité qui a été offerte, pas qu'aux profs.
les fonctionnaires disposent de cela. C'est une discussion qui a eu lieu entre les gouvernements qui se sont succédés, l'ensemble des organisations syndicales. Moi, je trouve ça tout à fait normal que l'on puisse se réorienter à un moment, partir sur une autre formation, demander une disponibilité. Ils ont la possibilité, vous savez, même pendant 5 ans, s'ils le souhaitent, de rester affectés fonctionnaires, mais de ne pas avoir d'élèves devant eux. Mais c'est un choix. Mais moi, je ne veux pas remettre en cause. Je ne veux pas opposer les contractuels à cette disponibilité, sinon on casse tout. On sait qu'il y a ce volant de disponibilité qui existe. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'il augmente ou il n'augmente pas ? C'est ça en fait. Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine ou il n'y a pas d'effet d'aubaine ? Quand on regarde les choses sur quelques années, ça c'est stable. Non, je crois que le sujet, c'est une fois de plus, on revient à l'essentiel. C'est l'attractivité des carrières, c'est les meilleures rémunérations. Alors revenons à ce sujet essentiel pour pouvoir clore le débat. Il y a des évolutions sur les programmes, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites, qui aussi sont des motifs pour les profs de découragement. Parce que je les vois, je ne suis pas syndicaliste, mais j'ai été syndicaliste il y a 35 ans, c'est pour ça que j'étais président de la Fédération des internes de France. Donc vous savez que c'est pour ça que je suis rompu à ce genre de discussion. Mais vous n'avez pas besoin d'être syndicaliste pour pouvoir avoir un avis, monsieur. Non, mais je dis ça parce que j'entends, moi, les demandes. Donc après, il faut essayer de trouver le chemin qui fasse que je préférais que l'école française, quand on regarde les fameux Castelans Pisa, eh bien, on ne cesse pas d'être dans les tréfonds et qu'on essaie de remonter un peu de manière. Tout le monde, ça, je crois. Et je crois que tout le monde le souhaite parce que lorsqu'on est parent, je l'ai été, je suis grand-père également, on a envie, pour nos enfants respectifs et nos petits-enfants, d'avoir l'éducation qui soit la plus adaptée possible. Donc qu'il y ait des dysfonctionnements majeurs, une fois de plus, je dis ça, oui, 10 000 fois. Ça vient d'où que tous ces problèmes que l'on rencontre, on en a parlé très souvent ensemble sur ce plateau, c'est la première fois que je vous rencontre, mais je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble. D'où viennent ces problèmes majeurs que rencontre l'éducation nationale aujourd'hui ? L'école, on parle des médecins, de la santé de manière générale, on parle évidemment de l'agriculture et de la manière dont nous pouvons nous nourrir, de l'écologie, c'est un gros sujet aussi, mais de l'éducation. L'éducation rencontre des problèmes très très importants. On parle de pénurie, on a parlé de reconnaissance, on a parlé de problèmes de salaire, on a parlé de formation. Ça vient d'où ? Quels sont les gouvernements successifs ? On a reçu Najat Vallaud-Belkacem hier sur ce plateau qui nous parlait du montant des fonds sociaux et de la manière dont les ministres les déployaient en fonction des gouvernements. Un ministre le divise par 2, tout d'un coup, un autre ministre va le multiplier ou en tout cas l'augmenter. C'est en permanence, en fait, des changements qui opèrent tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment on s'y retrouve ? Oui, alors, c'est multifactoriel. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai rien dit, mais je vais préciser, rassurez-vous. Voilà. J'ai le droit de vous taquiner un peu, mais vous le faites vous-même. Il n'y a pas de souci. Non, là, Philippe Vigier, vous avez raison. Il y a un problème d'attractivité du métier. Ça, c'est très net. Et ok, mais une fois qu'on se l'est dit, d'accord, on l'a dit 15 fois. Une fois qu'on se l'est dit, il faut mieux payer les profs. C'est la vie quotidienne. Lorsque vous gagnez 1 650 € net, bien sûr. C'est pas très très facile. Évidemment, moi je pense à tous les smicards qui sont en dessous, mais c'est des métiers dans lesquels c'est un sujet, on n'a pas suffisamment investi. On a investi, vous savez, je me souviens, quand j'étais député déjà, François Hollande, président de la République, Madame Belkacem, comme vous savez, était ministre de l'Éducation. On va créer 60 000 postes. On nous envoyait ça à la figure tous les mardis, tous les mercredis que sont d'actualité au gouvernement. Au final, d'abord, ils ont créé 27 000. Oui. On en a ouvert 60. Mais vous voyez, les prismes et les chiffres. Donc moi, excusez-moi ma petite formation scientifique, j'aime bien les vrais chiffres. Donc on a... Vous l'avez dit vous-même, et c'est multifactoriel. Et une suppression de postes juste avant. L'attractivité. On n'a pas que cela. On a les profs. Il y a une sorte. Moi, je l'ai vu au travers du Covid, des mesures qui arrivaient, les formulaires de 20, 30, 40 pages qui arrivaient. C'était absolument ingérable au quotidien pour les enseignants. Très, très pénible. Mais la masse administrative. Oui, il y a une masse administrative. Il y a aussi une sorte de tutelle qui s'applique. Une sorte de tutelle qui s'applique. C'est le téléphone normal, c'est le numérique. On est dans le numérique, c'est logique. Une sorte de tutelle qui s'applique sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, je m'explique, avec des chapes de plomb, avec des inspections de circonscription quelquefois qui ne sont pas toujours très facile, plus de souplesse qu'on donne aux enseignants dans la façon dont ils peuvent appréhender l'enseignement qu'ils veulent donner aux enfants. Et moi là-dessus, je suis pour plus de liberté, certes des programmes encadrés, mais aussi un peu plus de souplesse de manière à ce qu'ils puissent. Vous voyez, on va ouvrir des classes vertes parce que je pense que la sensibilisation à l'environnement, elle ne se fait pas entre 4 murs, elle se fait par des expériences terrain. Si j'ai insisté sur les langues, parce que moi, j'ai regardé les statistiques des réussites des gamins qui sont de mon territoire par rapport à ceux qui ont l'avantage d'avoir, par exemple, en seconde, en première, en terminale, des classes de langue qui sont un peu renforcées. Moi, chez moi, ça n'existe pas. C'est pour ça que je me dis, il faut que je prenne le mal à la racine. Le mal à la racine, c'est chez les gamins les plus petits. Non, vous voyez. Non, mais je reconnais toutes les bonnes choses que vous avez faites. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que là où c'est multifactoriel, et puis il y a un problème de reconnaissance, et je crois, et plus laisser aux enseignants, j'insiste là-dessus,
Moi, je considère qu'un prof, il a une capacité à agir, à décider. Si on lui confie nos enfants, donc on lui confie le meilleur de ce qu'on a pu imaginer et créer un jour. Et donc, je vais leur laisser plus de liberté pédagogique, je le dis très clairement. Moins de tutelle administrative, j'insiste, parce que... Et puis enfin, il y a quand même pas le chemin, malheureusement. Et il y a quand même ce mouvement, ben oui, vous savez, le tollé que ça avait soulevé lorsque Macron avait expliqué qu'éventuellement, il allait laisser un peu plus d'autonomie dans les établissements. Alors, justement, autonomie et liberté, c'est pas du tout la même chose dans l'éducation nationale. C'est quasi opposé. Justement, dernier mot, je suis d'accord sur le fait de laisser de la liberté pédagogique aux enseignants. Nous, au SNALC, on est le syndicat qui défend la liberté pédagogique partout, tout le temps, dès qu'on peut. L'autonomie, par exemple, c'était que les chefs d'établissement recrutent leurs enseignants. Ça, c'est pas laisser de la liberté aux enseignants. Ça, au contraire, c'est probablement plus les contraindre et probablement aussi aggraver le problème. On ne fera rien si on n'augmente pas les salaires. Si on n'augmente pas les salaires, ils ont promis une augmentation. Non, ils ont promis 2 000 euros en début de carrière. Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter les salaires des enseignants. On va faire le rattrapage salarial. On perd en pouvoir d'achat depuis des dizaines d'années, les enseignants. Et l'inflation va faire Et avec l'inflation, ça va bouffer la revalorisation de toute façon immédiatement. Dernier mot. Et améliorer les conditions de travail. Même si, on est d'accord, il y a des variantes dans les tailles de classe suivant les endroits, globalement, les tailles de classe, elles ont tendance à augmenter. Modulo, ce qui a été fait en REP+, évidemment, en CPCE1, grande section, ça on est d'accord, on a soutenu, donc on n'a pas de problème. Bien sûr. En échange, on nous a quand même supprimé 8000 postes d'enseignants dans le second degré, alors qu'en 5 ans, le nombre d'élèves a augmenté. Il ne faut pas s'étonner que les tailles de classe augmentent. Il ne faut pas s'étonner que les gens aient de moins en moins envie de faire ce métier. Merci à vous deux d'avoir été là. Débat houleux, certes, mais fort intéressant. Merci beaucoup. Oui. Exactement. Et c'est vrai que, on ne parle pas de vocation, je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais forcément, c'est un sujet qui nous anime. Et donc, on a envie de le défendre, on a envie de faire avancer, de faire bouger les lignes. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député démocrate MoDem de l'Eure-et-Loire. Jérémy Girard, bien sûr, merci beaucoup d'avoir été avec nous aussi, président du SNALC. J'espère vous revoir sur le plateau du Grand JT l'Éducation. On marque une courte pause et nous, on continue. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'Éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le plateau du Grand JT. Alors, Mickaël, on a la chance d'avoir un zapping sur la chaîne School et notamment le Grand JT d'éducation pour voir tous les moments forts fort ou phare au choix. Phare et fort. Voilà. Et est-ce que vous avez des moments en tête ou est-ce que, comme vous êtes assez nouveau dans la rédac, vous avez envie de découvrir à chaque fois? Alors, je suis nouveau, mais je connais pas mal de têtes, notamment Loïc Landreau, et je suis assez fan, faut dire, de Loïc. J'adore ses chroniques. Et je me souviens d'avoir été face à lui et il avait fait une excellente chronique sur la craie. Voilà, la craie pour écrire au tableau. Ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'il a réussi à tenir plus de 3 minutes sur une craie. Donc voilà, mais c'est Loïc Landreau. Voilà, pas sûr qu'on la retrouve. Pas sûr qu'on la retrouve voilà. Tout de suite, mais en tout cas, vous allez voir, il faut suivre le zapping parce qu'il y a des moments forts.
Parce que chaque élève compte, c'est le titre de cet ouvrage collectif qui vient de sortir. Il est coédité par l'École des Lettres et par les éditions de l'Atelier et il compile en une vingtaine de textes écrits pour la plupart des enseignants, des textes qui décrivent des parcours, des expériences, des innovations pédagogiques menées en quartier populaire. Le livre a été co-dirigé par Benoît Falaise et par Kamel Chaban. Ce dernier est donc l'invité du Grand Oral. Kamel, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert à Paris. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que les enseignants, c'est essentiellement des enseignants, qui témoignent dans le livre, font partie d'un collectif qui s'appelle Territoire Vivant, au pluriel. De quoi s'agit-il? Alors, d'abord, merci de nous inviter. Voilà. C'est un collectif d'enseignants qui a vu le jour en 2017, coordonné par Benoît Falaise, qui s'est d'emblée positionné contre cette expression qui est devenue, hélas, un lieu commun dans le débat public de territoires perdus. Les territoires perdus de la République. Voilà, pour finalement montrer que l'éducabilité de toutes et de tous était encore possible dans les quartiers populaires, quoi qu'on en dise, et en particulier territoires perdus, et que cette promesse républicaine essentielle d'éducabilité existait encore et qu'il y avait des enseignants, des enseignantes, des personnels de direction, pour répondre à votre première question, dans le collectif, qui se battaient tous les jours pour que cela se réalise. Quand même juste éducabilité, parce que le mot n'est pas super élégant. Comment on pourrait le traduire? C'est de dire qu'on peut toujours y arriver, c'est ça, c'est cette idée? Voilà, exactement. Même si l'égalité des chances se discute, il n'empêche que toutes les élèves et tous les élèves peuvent accéder à l'éducation et à l'instruction que l'école républicaine leur délivre pour faire d'eux et d'elles des citoyennes et des citoyens de demain. On va pouvoir apprendre à acquérir de nouveaux mots, pouvoir commencer à aussi tout simplement découper les syllabes, apprendre la lecture au fur et à mesure, sans s'en apercevoir en réalité. Exactement, on va leur permettre d'apprendre à lire en maintenant leur motivation en permanence. Donc, ce que l'on propose aux enseignants, c'est précisément de différencier l'enseignement de la lecture. Différencier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va... on est capable de personnaliser les parcours des élèves en temps réel, en s'adaptant au rythme de chacun. Donc concrètement, on va adapter les exercices aux besoins spécifiques des élèves en fonction de leurs acquis et de leurs difficultés. Et sur la Lilo, on va également faire un retour du travail des élèves sur un tableau de bord complet qui va permettre de mettre en avant les informations importantes de la semaine. Les professeurs vont pouvoir voir quels élèves ont été les plus actifs, sur quelles leçons les élèves ont travaillé, et également quels sont les élèves qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà, on va mettre à disposition des données qui vont permettre une meilleure connaissance des enseignants pour leurs élèves et puis également des données qui sont facilement actionnables. Comment ça se passe justement un cours? Tu arrives, tu dis que tu as envie de faire ça, le professeur t'aiguille, comment ça se passe un cours de cirque? On arrive, on s'échauffe, on fait de l'acrobatie et après le prof il nous demande ce qu'on a envie de faire et on part sur notre objet. Donc il y a une part de liberté, c'est ça? Voilà, c'est 50-50 on va dire. Mais ça se prépare un cours pour le professeur, oui. Je veux dire, ou... Ça se prépare déjà parce qu'il faut qu'on ait un panel de prêts en fonction de ce qu'on va nous demander. Et puis petit à petit, on connaît les enfants de plus en plus et eux ont de plus en plus de demandes. Donc du coup, on avait prévu des cours d'acrobatie de telle manière et puis en fait, il y a des enfants qui arrivent et puis qui ont besoin de travailler plus ça. Il faut revoir la condition physique qui va avec. Pour l'aérien, c'est pareil, il y en a qui vont avoir du mal à monter, donc il va falloir travailler tel muscle, donc il faut revoir les échauffements. Donc on est en permanence à travailler sur nos cours. Mais les enfants apprennent toutes les disciplines pendant le cours? Alors on les oblige pas. D'accord. Voilà, c'est vraiment acrobalie au sol obligatoire. C'est l'objectif ou pas de passer un petit peu en revue justement Alors au début, on ne force pas entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas, mais on leur propose en effet de tourner, surtout les premières années. Donc on fait des rotations. Donc soit c'est le même cours qui tourne tout le monde en même temps, soit on fait des petits groupes de niveaux s'il y a des niveaux trop grands et puis ils tournent en fonction. Donc voilà, donc c'est acrobatie au sol, ensuite on passe au jonglage, ensuite on essaye un peu l'aérien, ensuite on essaye les équilibres sur objet. Déjà pour découvrir, au moins une année déjà. Et ensuite après on va pouvoir dire au professeur, oui je veux faire que ça. Ou alors si on voit qu'il y a des enfants vraiment extrêmement passionnés, qui se donne à fond, mais vraiment c'est le côté passionné. Bon, alors on va dire ok, va faire plus d'aérien, on va faire plus de jonglage. On s'adapte vraiment à l'individu.
Une vingtaine de textes donc rédigés par des enseignants pour l'essentiel. Ils décrivent des expériences menées dans des établissements des quartiers populaires. Ils sont compilés dans ce livre co-dirigé par Kamel Chaban, invité de notre grand oral. Ces textes, vous les avez regroupés par grands thèmes. Le premier de ces thèmes, vous en parliez il y a quelques minutes, c'est le regard porté sur l'élève. Vous parliez du regard porté par les enseignants, mais il y a aussi le regard que les élèves portent sur eux-mêmes. Parfois, on peut s'enfermer dans une identité de toute façon, je ne vaux rien, de toute façon, je n'y arriverai pas, on n'attend rien de moi. Exactement, il y a une spirale qui s'est installée dans les quartiers populaires, et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par vous parler finalement de la médiatisation dont ils peuvent être victimes, les élèves et leur quartier. Autrement dit, une image souvent dégradée. On parle d'eux uniquement quand il y a des voitures qui brûlent, ça, des rodéos, ou y compris même pour l'école, quand il y a des collègues qui se font agresser, ou enfin, en tous les cas, quand les choses ne vont pas, quoi. Et finalement, ça crée chez eux aussi une dévalorisation. Eux-mêmes, il y a une perte de confiance. Des élèves, mais également de leur famille dans les quartiers. Et évidemment, un des fondamentaux, c'est de redonner à tout ce beau monde un peu de confiance. Voilà, exactement. Leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses, y compris même de se dépasser. Il y a un texte amusant dans le livre sur Bourdieu et sur le déterminisme social d'une élève qui dit à Bourdieu, feu Pierre Bourdieu, il n'est plus là pour l'entendre, mais enfin bref, Pierre, tu te trompes, le déterminisme social, c'est pas tout. Voilà, exactement. Parce qu'elle ne veut pas se laisser, je crois que c'est une jeune fille d'ailleurs, elle ne veut pas se laisser enfermer là-dedans en disant non, mais moi j'ai le droit. C'est Kerry James contre Pierre Bourdieu. Exactement. Cet élève a réussi à se dépasser parce que. Alors, il s'agit de la classe de Elsa Bouteville, qui enseigne pas n'importe où, qui enseigne dans un quartier qui a tristement fait parler de lui au moment de l'affaire Halimi. Voilà, c'est là où il a été séquestré Ilan Halimi de manière à Bagneux, de manière absolument odieuse. Et il y a cette professeure des écoles remarquable, elle a fait tout un travail justement par le biais de photographies qui sont exposées dans la cité et qui justement a permis aux élèves de reprendre un peu de confiance en eux. La zone est quand même assez grise, assez grisâtre, et puis ce qu'on en dit n'est pas non plus très reluisant. Donc voilà une belle expérience pour relancer la confiance que les élèves doivent avoir entre eux, quoi. Je vous disais tout à l'heure une relation de confiance vraiment réciproque. Bon, après sans démagogie non plus, parce qu'on pourrait retourner ce que je suis en train de dire en disant le gros naïf. Oui, il existe quand même le déterminisme social. Exactement, bien sûr. et on rame à contre-courant. Ce que moi j'en ai lu, c'est qu'il disait qu'il ne faut pas s'enfermer. Exactement, et que on essaie de le dépasser par mille et une armes qu'on puisse avoir, quoi. Du côté de Magic Educ, Sandrine, on a aussi cette approche-là, se dire qu'on peut s'adapter, on peut faire du sur-mesure grâce au numérique et grâce aux univers qui sont proposés par votre application Graphonemo. Effectivement, on est aussi dans un univers de serious game pour Graphonemo. Donc le choix qui a été le nôtre, c'est également d'être assez proche de l'univers des enfants, mais surtout de rendre ludique un apprentissage qui est un peu rébarbatif. La particularité de Graphonemo, pour être très précise, c'est qu'on s'attarde uniquement sur le code alphabétique. Le code alphabétique est à la lecture un peu ce que le code de la route est à la conduite, donc une partie primordiale pour pouvoir démarrer, mais qui a aussi ce côté un peu pas très sympathique, pas très agréable et qui nécessite des systèmes d'automatisation. Donc, dans Graphonemo, le fait de passer d'un monde à l'autre, donc pour nous, de notre côté, nous avons 6 mondes qui sont répartis en 6 niveaux. Ça permet aussi à l'enfant de se rendre compte qu'il progresse. Indépendamment du fait de travailler, il évolue dans un monde. À la fin de chaque niveau, il libère un animal, puisqu'on est dans un univers de serious game, donc l'enfant a un vrai travail, une vraie mission, en plus de celle de découvrir les correspondances phonème-graphème, qui est celui de sauver des animaux des griffes de l'affreux Maléfico, puisqu'on est dans un jeu avec un scénario. Et donc, chaque session de travail, finalement, est récompensée. De notre côté, c'est également des sessions de travail qui se répartissent en 4 activités pour lesquelles on fait 2 retours différents. Un retour à l'enfant de manière simplifiée, mais un retour à l'enseignant dans un tableau de bord très, très détaillé qui lui permet de voir exactement où est-ce que l'enfant a pu se tromper, commettre une erreur, réussir, en combien de temps, etc. De manière à ce que l'enseignant soit au plus près
du niveau d'apprentissage de ces élèves aussi. La notion de jeu, Gaëlle, elle est, j'imagine, essentielle. Elle jalonne tous les apprentissages des arts du cirque. Comment vous transmettez justement cette passion du jeu? Alors on a, dans les arts du cirque en général, on est fait sur ce tableau-là du jeu, du ludique. D'où ça vient, j'en sais trop rien. Est-ce que justement c'est le monde de l'enfance? Après il y a beaucoup de clowns aussi. Donc il y a cette ambiance. Voilà. En tout cas nous dans notre école c'est primordial. Alors ça dépend aussi des caractères des professeurs. Il y en a qui vont être plus introvertis que d'autres. Mais on fait attention à ce qu'on soit toujours dans une espèce d'amusement. Et quand on sent qu'il faut que ça devient un peu trop rigide, voilà, faut un petit peu se remettre en question et se dire non, on n'est pas là pour faire du niveau, on n'est pas là pour former des professionnels, on est là pour passer un bon moment, même si on a des choses à passer, qu'il y a une petite évolution à avoir, mais on s'adapte à chacun et on essaie de le faire vraiment dans une bonne ambiance. Est-ce qu'il y a une certaine tendance, est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui viennent au cirque aujourd'hui avec, j'imagine, des retours d'expérience des parents et un bouche-oreille qui fonctionne, puisque peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a d'énormes richesses pédagogiques quand on prend des cours de cirque. C'est ça. Alors du coup, oui, déjà depuis quelques années, il y a un engouement énorme du fait aussi qu'il y a de plus en plus de structures et donc de propositions. Voilà, et c'est vrai qu'on a bonne presse, on va dire entre guillemets, donc c'est bien pour nous. On travaille beaucoup aussi dans les écoles, avec l'éducation nationale ou dans les centres sociaux ou dans les MJC par exemple. Donc du coup, ça ouvre aussi les champs pour les choses. Et c'est vrai qu'on a... Voilà, on vient vers nous parce qu'on nous dit bah oui c'est très adapté, on est dans l'amusement, il y a plein de vertus pédagogiques et physiques, c'est l'avantage, c'est rare d'avoir un art qui propose aussi une activité physique à côté. Donc ça unit les deux. Donc en effet, pour ça c'est... Parce que des fois, c'est pas un secret, il y a des élèves qui ont du mal à se canaliser. Justement, on leur dit bon bah fais-lui faire un sport de combat, ça va le calmer. Le cirque justement a ses vertus. Oui. Alors, faire attention, parce que c'est vrai que souvent, on a des parents qui viennent dire « Oh, il saute partout à la maison, sur les lits, grimpe partout, on vous l'a mis au cirque, ça va lui faire du bien. » Vous allez lui faire une heure de trapèze, ça va le calmer. Donc, c'est pas forcément ça le but, mais en effet, par contre, on récupère beaucoup d'enfants qui viennent de d'autres sports, où ça s'est pas bien passé, par exemple la gymnastique. Je veux pas trop... on n'est pas là pour taper sur les autres, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rigoureux, la gymnastique, et il y a des enfants à qui ça ne va pas du tout. Et nous, on les récupère, ce qui est très bien pour nous, parce qu'ils ont déjà une bonne base de physique. Donc, on avance avec eux très vite. Mais eux, du coup, ils y trouvent une super ambiance, où on travaille en rigolant, et du coup, en général, ils restent. Voilà pour le ZAP. Merci, Mickaël Dos Santos d'avoir été avec nous. Dos Santos, c'est ça. Exactement, Dos Santos. Vous revenez la semaine prochaine? Je reviens la semaine prochaine, même jour, même heure, et je reviens même le lendemain après, c'est-à-dire mardi et mercredi. Très bien, mais vous voyez comme quoi, moi je découvre à chaque fois, je suis ravie. On a un pool formidable de chroniqueurs avec Mickaël Dorian et Loïc Landreau, et je suis ravie de vous retrouver. Nous aussi, on se retrouve évidemment demain, même jour, même heure. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, à la réalisation Raphaël Morel, au son Alexis Oustabassidis, make-up Laure Edmond, à la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy, canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver et schooltv.com. Ciao. Ciao.